Bonjour à tous, bienvenue aux rencontres Santé-Travail 2024 qui vont se dérouler sur toute la semaine et qui sont organisées par les services de prévention et de santé au travail interentreprises du réseau Présence. Au niveau de l'Île-de-France, si on peut changer la slide, s'il vous plaît. Merci. Au niveau de l'Île-de-France, vous avez 9 services franciliens qui vous ont concocté un sympathique programme dans lequel vous pourrez retrouver des quarts d'heure de la prévention organisés sous forme de webinaire, des quarts d'heure de la prévention en 5 questions organisés sous forme de webinaire sur des sujets qui devraient vous intéresser. Vous retrouverez ces webinaires à 11 h à 16 h tous les jours, sauf mardi, donc 19 mars, c'est-à-dire demain, puisqu'à la place, vous aurez un événement exceptionnel en présentiel organisé au stade Jean-Bouin, donc à Paris, avec l'excellent et grandissime Pascal Papé, au moins grand par la taille, qui est ex-international du 15 de France et du Stade français, entre autres. Si on peut changer. Merci. Donc, moi, je m'appelle Yann Lesage. J'ai le plaisir d'être infirmier en santé au travail au SIMT, qui est donc un service de prévention et de santé au travail interentreprise, qui est compétent sur l'ensemble de la Seine-et-Marne, que vous pouvez retrouver donc sur l'ensemble de la Seine-et-Marne. Et j'ai le privilège de commencer donc le premier webinaire de la semaine avec un webinaire qui s'intitule donc Prévenir les addictions au travail en 5 questions. Donc là, on entendra par le terme addiction dans cette présentation uniquement les substances qui ont un effet notable sur le système nerveux central, c'est-à-dire sur le cerveau. Donc, première question, pourquoi les prévenir en milieu professionnel ? Donc, à l'image du petit rugbyman que vous pouvez voir sur la slide, on va essayer de bousculer certaines idées reçues. Et tout simplement parce que c'est un sujet qui ne relève pas uniquement de la vie privée des travailleurs. En effet, pour qu'il y ait une consommation, c'est la rencontre d'un individu avec une substance dans un environnement. Donc, 3 facteurs de risque. Le premier facteur de risque, la personne. On est tous différents, on a tous des personnalités différentes, des événements de vie différents, plus ou moins difficiles, que l'on a pu vivre. On a potentiellement des pathologies plus ou moins différentes aussi par rapport à ça, donc on est tous différents. On va rencontrer donc une substance. Cette substance, qui va être plus ou moins addictogène. Si vous prenez par exemple l'héroïne, la nicotine, ce sont des substances qui sont beaucoup plus addictogènes que l'alcool ou le cannabis, ce qui n'empêche pas la dépendance malheureusement par la suite. Le troisième facteur de risque, donc, c'est le facteur lié à l'environnement. Généralement, le premier environnement, c'est l'environnement familial, puis scolaire, social, mais il y a aussi l'environnement professionnel parce qu'on y passe quand même une bonne partie de notre vie au travail. Et cet environnement professionnel, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il a un effet donc, sur ses consommations, généralement un effet plutôt protecteur vis-à-vis de ces pratiques addictives, parce qu'il y a moins de consommation quand on travaille que lorsqu'on ne travaille pas. Mais à l'inverse, il y a certaines conditions de travail qui peuvent favoriser la consommation de substances psychoactives. Alors, pourquoi les prévenir en milieu professionnel ? Tout simplement parce qu'il y a quand même 85% des dirigeants d'entreprise, d'après une étude, qui affirment être préoccupés par l'impact que pourrait avoir cette consommation de substances au travail. Donc pourquoi ils sont préoccupés ? Ils sont forcément préoccupés quand on voit que 15 à 20% des accidents du travail seraient en lien avec ce type de consommation, tout comme 45% des accidents mortels en entreprise, ce qui n'est pas rien. Ils sont préoccupés aussi quand on connaît l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, puisque ça va augmenter les coûts de la protection santé, augmenter les coûts salariaux par le biais de remplacement, augmenter le nombre d'accidents du travail,
accroître l'absentéisme, détériorer les relations de travail, dégrader les performances de l'entreprise, dégrader l'image de l'entreprise et donc engendrer une moindre viabilité de cette entreprise. Ça se comprend aussi en termes de responsabilité, surtout quand on sait que l'employeur peut voir sa responsabilité juridique, civile, mais aussi pénale, engagée en cas d'accident du travail, même sous l'influence d'une substance psychoactive. Donc, l'employeur doit assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Pour cela, il doit évaluer ce risque au même titre que n'importe quel autre risque professionnel et prendre les mesures nécessaires pour éviter toute problématique. Il a donc tout intérêt et toute légitimité à intervenir sur le sujet. Il ne faut donc pas que en parler, il faut donc agir. Deuxième question, est-ce que mon entreprise est concernée? Et la réponse, malheureusement, est oui. Toute entreprise est potentiellement concernée par cette problématique parce que toute entreprise peut être concernée par l'un des mécanismes suivants. Le premier, ça va être l'importation. C'est le salarié qui va consommer dans sa vie privée et cette consommation va déborder à terme, déborder et avoir un impact sur le travail. Deuxième mécanisme qui existe aussi, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est le salarié qui va commencer à consommer une substance du fait de son travail et à l'occasion de son travail, notamment à l'occasion de pots, de repas d'affaires, de séminaires, de pratiques commerciales, voilà, qui peuvent occasionner cette acquisition. Le troisième mécanisme, ça va être l'adaptation. L'adaptation, ça va être l'automédication pour tenir au travail, ou le dopage pour être plus performant, à l'image du sportif qui pourrait se doper pour être plus performant, être plus compétitif, mais aussi pour faire face à certaines tensions, certaines pressions du fait de son activité sportive. Donc là, c'est ce qu'on va rencontrer certainement le plus dans le cadre du travail lié justement aux conditions de travail. Quels sont les secteurs d'activité concernés? Ben, tous les secteurs d'activité sont concernés, mais c'est vrai que certains le sont plus que d'autres. On va prendre par exemple la construction, où la consommation d'alcool n'est pas rare, l'hôtellerie, la restauration, où on retrouve notamment des consommations de cocaïne, l'art et spectacle, par exemple avec le cannabis, mais il n'y a pas que ces secteurs d'activité. Il y a l'agriculture, l'industrie, le commerce, le service à la personne, l'éducation. Tous ces secteurs d'activité sont concernés. En termes de postes, tous les postes sont également concernés, mais il est vrai que certains le sont plus que d'autres, notamment par rapport à leurs conditions de travail. Ça va être le cas, par exemple, du travail en équipe alternant, le travail de nuit, qui va entraîner des difficultés, notamment de sommeil, tous les postes qui exigent de la vigilance, les postes aussi où il y a une certaine responsabilité, des responsabilités très élevées, et tous les postes de conduite. Ça, ce sont des postes qui sont vraiment identifiés comme étant un risque. Mais tous les postes sont potentiellement concernés. En termes de substances en milieu professionnel, qu'est-ce qu'on va retrouver le plus couramment? On va retrouver l'alcool, qui est une substance licite, le cannabis, qui est une substance illicite, et même les médicaments psychotropes, qui sont normalement donc des médicaments donc à l'origine logiquement prescrits par un médecin. En termes de fréquence, vous voyez que c'est quand même pas rare en milieu professionnel, parce qu'il y a 8% des travailleurs qui ont une consommation à risque d'alcool, c'est-à-dire une consommation d'alcool qui va dépasser les recommandations, les seuils de recommandation. Le cannabis, 2,7% des actifs ont un usage régulier, c'est-à-dire qu'il y a 2,7% des travailleurs qui vont fumer plus de 10 joints par mois. En termes de médicaments psychotropes, vous avez 13,7% des actifs qui ont un usage régulier, soit par prescription, soit par automédication par la suite. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas rare, et donc une entreprise
plus elle a de salariés, plus elle a de facteurs de risque professionnel, plus elle risque d'être concernée par ce type de problématique. Mais il n'y a pas besoin d'être une grosse entreprise pour être concernée, même une petite entreprise peut l'être, et les conséquences, même sur une petite entreprise, peuvent être encore plus importantes. Donc, quels sont les facteurs de risque professionnel? Je vous parle depuis tout à l'heure de certains risques, de facteurs de risque professionnel. On va voir, ça ne se change pas, lesquels ils sont. Donc, ça va être difficile d'énumérer tous les facteurs de risque professionnel parce qu'ils sont très nombreux. Par contre, on a identifié 6 classes de déterminants. Le premier déterminant, ça va être les pratiques culturelles et socialisantes dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des bizutages, des pots, des séminaires, des sorties cohésion, des démarches, des démarches commerciales? Tout ça sont des pratiques culturelles et socialisantes qui vont favoriser ce type de consommation. Deuxième classe de déterminants, ça va être la disponibilité et l'offre des produits liés au milieu professionnel. Est-ce que dans le cadre de mon travail, je peux consommer de l'alcool? Est-ce que l'alcool est disponible? Est-ce que je suis dans un secteur d'activité qui fabrique la substance ou qui vend la substance? Est-ce que je suis dans le milieu médical, par exemple? Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui peuvent jouer sur ce type de consommation. Troisième classe de déterminants, ça va être la précarité professionnelle, le statut, la rémunération, tout ce qui va jouer en fait sur la précarité professionnelle. Quatrième classe de déterminants, les tensions psychiques, tout ce qui va agir sur la santé mentale. Est-ce qu'il y a des situations conflictuelles qui n'ont pas été réglées? Est-ce qu'il y a des charges de travail imprévues qui sont fréquentes? Toutes ces situations de travail vont favoriser les tensions psychiques. Les tensions physiques, est-ce que j'ai un travail pénible, travail répétitif, travail à la chaleur, travail au bruit, travail de nuit? Il y a beaucoup de tensions physiques que l'on peut retrouver dans le cadre du travail. Et enfin, la dernière classe de déterminants identifiés, ça va être la pauvreté des liaisons sociales. Pauvreté des liaisons sociales, c'est l'isolement. Je travaille seul. Je n'ai pas d'échange avec mes pairs. Je n'ai pas de réunion. Voilà. Ce manque de communication qui peut entraîner ce type de pauvreté des liaisons sociales. Quelques exemples pour imaginer en fait ces facteurs de risque, ces déterminants. Ça va être par exemple de gérer des douleurs liées aux troubles musculo-squelettifs. J'ai un travail répétitif sous contrainte de temps, donc je vais avoir une usure au niveau des articulations qui peut entraîner des douleurs qui peuvent me faire prendre certaines substances psychoactives pour prévenir ou pallier en tout cas ce type de douleur. Ça peut être pour pallier les conséquences d'horaires atypiques ou alternés, qui peuvent entraîner notamment, encore plus en vieillissant, des problèmes de sommeil ou de réveil. Ça peut être pour anesthésier la peur de l'accident, de ne pas tenir des cadences ou de perdre son emploi. Oublier la souffrance éthique aussi, me faire des choses qui sont à l'encontre de mes valeurs. Pour compenser l'ennui, la monotonie du travail, faire toujours la même chose, quelque chose qui, pour moi, n'a plus de sens aujourd'hui. Pour maintenir la vigilance, notamment dans les fonctions de surveillance, rester bien vigilant, rester éveillé. Pour tenir face aux coups de bourre, comme dans la restauration, où vous avez des services qui sont assez intenses. Pour augmenter mes capacités, mes performances, mon adaptabilité, notamment pour réussir les objectifs qu'on m'a fixés. Tous les métiers aussi qui sont confrontés à la maladie, la mort, vous avez les aides à domicile, dans les EHPAD, etc. Voilà, tout ça, ce n'est pas exhaustif, ce sont des exemples de contraintes et de souffrances que l'on peut rencontrer en milieu professionnel et qui peuvent favoriser ce type de consommation. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, quatrième question, c'est comment les prévenir en milieu professionnel? Donc, comment les prévenir en milieu professionnel? En intervenant le plus en amont possible. La démarche de prévention, ce qui est recommandé, c'est qu'elle comporte 3 volets. Un volet management,
un volet information-sensibilisation et un volet aide. Le premier des volets, donc le volet management, qui est très important, va consister déjà à évaluer les risques professionnels présents dans l'entreprise et de les réduire, d'améliorer les conditions de travail. Pourquoi pas, par exemple, en favorisant la pratique sportive. Tout ça, ce sont en fait des éléments qui vont devoir être recensés, évalués et sur lesquels il va falloir agir. Deuxième point, ça va être en incluant les consommations de substances psychoactives et la politique de l'entreprise dans le règlement intérieur ou à défaut dans une note de service. Est-ce qu'on met en place, par exemple, des dépistages? Est-ce qu'on autorise ou non la consommation d'alcool dans l'entreprise? Tout ça, ça doit être bien précisé et bien réfléchi. Préparer aussi un protocole d'encadrement des pots. Si on fait des pots, est-ce qu'on met de l'alcool ou non? Si on met de l'alcool, quel type d'alcool? Quelle quantité d'alcool? Comment on prévoit le retour à domicile ou au travail? Tout ça, ça doit être formellement encadré pour éviter les débords. Préparer aussi un protocole de gestion d'une situation de crise, c'est-à-dire prévoir une conduite à tenir en cas de comportement anormal, la personne qui va tituber, qui aura des propos incohérents, comment on gère cette situation au mieux et pour le salarié et pour l'entreprise. Prévoir également une conduite à tenir formalisée en cas de troubles récurrents, c'est-à-dire essayer de faire le lien entre ces troubles et une éventuelle consommation en restant sur des faits objectifs et professionnels. Donc ça, c'est le volet management. Le deuxième volet, ça va être le volet information-sensibilisation, qui peut passer par le biais d'un affichage informatif, par l'intégration du thème dans le livret d'accueil et en organisant des réunions d'information et de sensibilisation sur le sujet auprès des salariés, notamment pour éviter que ces personnes aient un mésusage de ces substances. Le troisième volet, c'est le volet aide. Aide, c'est-à-dire comment on va pouvoir retrouver des coordonnées des structures ressources en cas de problématique. J'ai un souci, qui je peux appeler, qui peut m'aider. Ça peut être des affichages, tout comme il devrait y avoir l'affichage des coordonnées du service de prévention de santé au travail et notamment du médecin du travail pour pouvoir contacter une personne compétente afin de pouvoir m'aider. Je vous ai mis en bas de la slide le lien d'un site qui s'appelle Addicted Pro, qui est vraiment un site qui est très bien fait et sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses réponses à vos questions, ainsi que de nombreux documents. C'est un espace qui est vraiment dédié au milieu professionnel, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Et enfin, on en arrive à la dernière question, la cinquième, qui est comment mon service de prévention et de santé au travail interentreprise peut aider mon entreprise à les prévenir. Donc, comment mon service de prévention et de santé au travail peut m'aider? Déjà, en sensibilisant l'encadrement et les représentants du personnel, notamment pour une mise à jour des connaissances. Pour prévenir quelque chose, le tout, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, il faut vraiment faire un point là-dessus. Pour faire un point sur la réglementation, c'est-à-dire savoir ce que l'on peut mettre en place et ce qu'on ne peut pas faire. Et pour aider plus précisément l'entreprise à mettre en place une démarche de prévention, à élaborer une démarche de prévention en fonction des spécificités de l'entreprise. Mon SPST peut aussi m'aider justement en sensibilisant les salariés sur le mésusage des substances. Là, ça va être important parce que beaucoup de personnes consomment mais ne sont pas conscientes qu'elles ont une consommation aujourd'hui à risque, c'est-à-dire un mésusage de ces substances. Donc le tout, c'est de leur donner les éléments nécessaires pour qu'ils puissent s'évaluer et réagir par rapport à ça tant qu'ils ont la maîtrise de leur consommation. Ça va leur permettre aussi d'avoir un œil sur leur entourage, que ce soit le conjoint, que ce soit les enfants qui sont les travailleurs de demain,
pour éviter d'être confronté à ce type de problématique. Mon SPST va aussi m'aider dans le cadre du suivi individuel périodique, notamment lors des entretiens, en essayant de repérer le plus précocement possible les consommations à risque des salariés. On entend par consommation donc à risque les consommations qui dépassent les seuils de recommandation, mais qui à ce stade permet de revenir, si on y réfléchit, de revenir sur un usage simple. Et ça, on peut les aider par le biais d'une intervention brève, à condition que le personnel soit formé pour le faire correctement. Et ces interventions brèves sont une technique en fait qui ont vraiment déjà prouvé leur utilité aussi bien en médecine générale que en santé au travail. Et enfin, par le biais d'un suivi occasionnel à la demande de l'employeur, après s'être entretenu avec le salarié, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire le point avec le salarié sur la problématique d'une éventuelle consommation, et que donc lors de la visite, le salarié soit au courant du motif de la visite, tout comme le médecin du travail, de manière à pouvoir aborder clairement le sujet et pouvoir aider aussi bien le salarié que l'entreprise sur cette problématique. Donc au niveau du SPST, ce qui est important, hein, ce qu'on peut recommander à toutes les équipes santé au travail, c'est de connaître les structures de prise en charge du secteur, voilà, les coordonnées, le fonctionnement, de manière à orienter le plus efficacement possible, c'est-à-dire en donnant déjà les coordonnées, le numéro de téléphone au salarié, parce qu'on ne pourra pas prendre le rendez-vous pour lui, c'est à lui de le prendre, et en lui expliquant comment va se passer la prise en charge, sous quel délai, comment ça va se passer, voilà, pour que la personne sache à quoi s'attendre et puisse le faire. Voilà, j'ai terminé sur ce webinaire. Donc, je me doute bien que ces questions peuvent en entraîner d'autres. Et ça, pour ça, je vous invite donc à contacter directement votre service de prévention et de santé au travail. Si je dois résumer, faire un parallèle avec le monde sportif, hein, quand on voit ce petit rugbyman, c'est que, bah, grosso modo, c'est comme un sport d'équipe, hein. Il y a un capitaine, l'employeur. Il y a différents acteurs qui doivent respecter leur poste, tout ça pour atteindre le but final. Voilà, à savoir que comme en sport, on ne gagne pas malheureusement à tous les coups, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur le sujet. Et je vous laisse l'adresse, le site internet pour vous inscrire notamment aux différents webinaires si vous le souhaitez, parce que je vous dis, il y a pas mal de sujets qui peuvent vous intéresser, ainsi que pour vous inscrire donc à l'événement qui aura lieu en présentiel donc au stade de Jean-Bouin demain soir. Voilà. Il y a des questions, c'est ça? Tout à fait. Il y a deux questions en ligne. La première sur l'évaluation des risques professionnels. Est-ce que cela signifie qu'on doit interroger les collaborateurs sur leur consommation? Et si oui, comment peut-on faire? Non, non, ça, c'est pas du rôle de l'employeur d'interroger, en fait, ses employés sur leur consommation. L'employeur, lui, ce qu'il doit, c'est identifier les facteurs de risque professionnel qui pourraient engendrer ce type de consommation. Donc forcément, s'il a déjà été confronté à des consommations sur le site, hein, en milieu de travail, il est d'autant plus important de réagir par rapport à ces facteurs de risque professionnel, mais en aucun cas, il va pouvoir lui poser des questions sur leur consommation. Disons qu'il faut voir les situations. Là où ça peut être abordé, c'est dans le cadre de troubles récurrents où la personne faisait bien son travail et le fait aujourd'hui moins bien, arrive en retard au travail, et donc l'employeur peut convoquer en fait le salarié en restant donc sur des faits objectifs et professionnels et lui demander quelle est la problématique. Est-ce qu'il a des problèmes
qui pourraient justement engendrer cette problématique. Et si jamais c'est des problèmes de consommation, pour justement pouvoir l'orienter vers le médecin du travail afin qu'il puisse en parler. Mais ça peut être d'autres problèmes qui ne sont pas forcément liés en fait à ce type de consommation. Et donc, est-ce que l'employeur peut pratiquer des dépistages? Est-ce qu'il a le droit de Alors, le bien sûr faire? que l'employeur peut mettre en place des dépistages sous réserve que ce soit justement mis dans son règlement intérieur ou dans une note de service. Donc, c'est sous certaines conditions. Il ne va pas pouvoir le faire pour n'importe quel poste de travail. Il faut que ce soit des postes dits à risque, hein, par rapport à ça, dans un but en fait de prévention. Donc, ça peut être l'alcotest, hein, l'éthylotest pour l'alcool, ou des dépistages salivaires, notamment pour la consommation de drogue, parce que ça, c'est autorisé depuis décembre 2016. Voilà. Mais ce n'est pas pour tous les postes, et en tout cas, ça doit bien être marqué dans le règlement intérieur sous quelles conditions. Et donc, vous confirmez que le risque lié aux addictions doit apparaître dans le document unique. Tout à fait, tout à fait. Il doit être considéré comme un risque professionnel. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous ai parlé des 6 classes de déterminants qui doivent être évoqués en fait dans le document unique pour essayer de trouver en fait quels sont les facteurs de risque qui pourraient entraîner ce type de consommation et y remédier. Donc forcément, c'est sûr que c'est un risque qui est beaucoup plus difficile à évaluer qu'un risque physique, par exemple. Merci beaucoup. Dernière petite question. Vous avez évoqué une consommation régulière de cannabis en évoquant le nombre de 10 par mois. La question est, est-ce qu'en dessous de ce nombre, on considère que la consommation ne pose pas de problème? Non, toute consommation, de toute façon, autant je vous ai parlé par exemple de consommation à risque d'alcool, une consommation à risque d'alcool, ça laisse supposer qu'il y a un usage simple, c'est-à-dire un usage qui est toléré entre la place de l'alcool dans la société et les effets que cette substance peut avoir en fait sur la santé. Au niveau du cannabis, il n'existe aucun usage simple en fait toléré. Donc dès qu'on consomme du cannabis, il existe un risque. Et de toute façon, il suffit de consommer juste un joint sur son lieu de travail, forcément, pour engendrer des problématiques. Le terme régulier, c'est juste par rapport à une enquête qui est faite, c'est différencier en fait les fumeurs occasionnels des fumeurs réguliers. Mais toute consommation de cannabis est potentiellement problématique. Comme tout verre d'alcool, simplement un verre d'alcool, s'il est pris au mauvais moment, peut engendrer des problématiques. Dernière petite question. S'il y a un soupçon d'alcoolisme, quel plan d'action recommanderiez-vous? Alors là, il faudrait un petit peu plus de détails. Ce qui est sûr, c'est que l'employeur ne peut se baser que sur des faits objectifs. C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on appelle en fait un soupçon. C'est bien rester sur des faits objectifs et des faits professionnels pour pouvoir aborder le sujet. Après, si c'est un soupçon d'une personne qui ne serait pas en état, par exemple, de conduire un véhicule, c'est là que justement un test peut être fait auparavant. Mais il faut rester sur quelque chose d'objectif. C'est pas malheureusement pas à la tête du client que ça se fait. Yep. Merci beaucoup. D'autres Euh, questions? Toute dernière petite question et ensuite on va clôturer le webinaire. Euh, les consommations en deuxième partie de soirée organisée par une entreprise, est-ce que c'est considéré comme étant pendant le travail, même si on est sur un autre lieu ou sur un séminaire en dehors du cadre du travail, mais à l'invitation de l'employeur? Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais ce qui est sûr, c'est que le salarié reste subordonné à son employeur dans ces cas-là
et que l'employeur reste responsable de la consommation sur l'événement qui est organisé. Après, il y a plusieurs différences entre savoir si l'événement est obligatoire, pas obligatoire. Ça, c'est d'autres questions, mais l'organisateur reste responsable en fait des consommations sur place. Et c'est là que ça peut être problématique des fois, notamment parce que j'ai déjà eu le cas d'une entreprise qui avait organisé justement un événement dehors et qui avait interdit la consommation d'alcool pour éviter toute problématique, ce qui peut être une bonne chose. Mais à l'inverse, forcément, vous doutez bien que beaucoup de salariés sont venus avec les bouteilles dans le coffre et alors là, l'employeur n'a plus du tout la main sur ce type de consommation et pourtant les consommations sont bien faites sur le lieu des festivités. Merci beaucoup, Yann. Je vous propose de clôturer le webinaire. Il y a eu quelques petites questions sur le replay et le support. Donc, le replay du webinaire sera disponible dans l'après-midi sur le site de présence-ids.org et le support dans les 5 minutes qui suivent la fin du webinaire. Merci beaucoup, Yann. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.